tout le monde dit que c'est super, que c'est un des meilleurs films de l'année, etc., et bah c'est vrai, en fait. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Fatigué. Fatigué pour le coup. En plus, on a pas mal enchaîné là, cette semaine. Là. Ah oui, ça 3 épisodes là. C'est bon. Vite dormir. Non, mais pourtant, en plus, pour cet épisode, faut quand même être un peu réveillé quand même, parce que là, on parle d'un truc assez dense quand même. Mais ouais, sinon, ça va, voilà, par la fatigue habituelle. Voilà, hâte de parler du film d'aujourd'hui qui déchaîne un petit peu les passions, comme on peut le dire quand même, depuis qu'il est sorti là, il y a quelques jours. Ça en parlait beaucoup. Le nouveau Paul Thomas Anderson, voilà. Pitié, bon, je crois que je vais en parler parce que toi, t'as vu deux ou trois films du cinéaste. Non, j'ai vu que Phantom Thread. J'ai rien vu. Je connais pas. Donc c'était ton deuxième film. En plus, c'est marrant parce que Phantom Thread, c'est pas le plus, voilà, c'est pas le moins âpre, disons. Quand même, c'est quand même assez spécifique, quoi. Pour le coup, la bonne porte d'entrée, je pense, pour le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est quand même Boogie Nights, je pense. C'est le plus son deuxième long métrage et en même temps c'est, je pense, le plus accessible avec peut-être Licorice Pizza ou un truc comme ça, mais Punch Drunk Love, et on m'avait dit aussi. Ouais, mais après, c'est du Paul Thomas Anderson, donc genre Punch Drunk Love, Licorice Pizza, c'est pas des histoires d'amour comme d'hab, quoi. Tu vois, c'est pas, c'est peut-être plus accessible, mais c'est pas non plus, voilà, c'est quand même assez âpre quand même. Mais ouais, Paul Thomas Anderson, que dire sur Paul Thomas Anderson? Donc voilà, il a fait Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, voilà, The Master, enfin voilà, je pense qu'il est assez réputé quand même dans les milieux cinéphiliques, même si dans le grand public, il est pas si connu que ça dans le grand public, parce que déjà ses films sont pas des grands succès en fait au box-office, parce qu'il a jamais eu de succès même d'ailleurs au box-office. C'est juste que ses films sont devenus cultes en fait grâce aux cinéphiles, je pense aussi, et les vidéoclubs sûrement à l'époque. Et voilà, ces films deviennent cultes en général avec le temps, quoi. C'est pas genre le film sort, c'est un carton, il se passe je sais pas combien de trucs et tout. C'est genre avec le temps, les gens réfléchissent, disent oui, c'est There Will Be Blood, Magnolia, tout ça. Et moi, moi j'aime beaucoup quand même Paul Thomas Anderson. En fait, j'ai l'impression qu'en fait c'est un des genres de cinéastes où il fait des films, tu les regardes et il y en a que tu préfères, mais tu te dis oui, c'est objectivement en fait c'est bien. Tu vois, genre tu peux pas dire. Enfin, il veut faire un truc, après ça te plaît pas, mais c'est tellement maîtrisé que t'es quand même obligé de dire que il y a des trucs de réussi, quoi. Pour moi, c'est pas possible de dire qu'un film de pitié c'est pas réussi, quoi. En fait, il y a les pitiés que t'aimes, il y a les pitiés que t'aimes pas, mais il y a pas les pitiés qui ne sont pas réussis. Voilà. À part peut-être son premier film qui était un film qui a été un peu charcuté par le studio, etc. Mais même encore, il est plutôt intéressant, je trouve, Hard Eight. Mais ouais, même ceux que j'aime moins, moi je les trouve que c'est pas du tout des films ratés, parce qu'en fait ils sont toujours, la mise en scène, et ça c'est, tout le monde retient ça quand même de Pitié, c'est qu'en termes de mise en scène, ça c'est carré, quoi. C'est-à-dire qu'il était connu surtout pour ses plans séquences, ses plans séquences assez virtuoses, surtout au début de sa carrière. Il avait un style quand même assez tape à l'œil, très inspiré de Scorsese, Kubrick, parce qu'il faut savoir que Pitié, je vais l'appeler Pitié, un peu Thomas Anderson, parce que c'est long quand même, je suis désolé son nom, mais en gros voilà, il a commencé très très jeune en fait, le cinéma. Il avait son premier film, il avait je crois 25 ans, enfin je dis peut-être une connerie, mais enfin bref, il a fait son premier long métrage extrêmement jeune, et donc du coup il s'est beaucoup inspiré de Scorsese, Kubrick, Robert Altman, etc. Et ça se ressent beaucoup au début de son cinéma, quoi, en fait. Et c'est marrant de voir l'évolution en fait de son cinéma. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il fait jamais vraiment le même film, en fait. C'est que en fait, quand tu vois Magnolia,
Boogie Nights, et là tu vois ce qu'il a fait avec Phantom Thread, The Master, Inherent Vice, tout ça, t'as l'impression que c'est pas les mêmes films, même si on retrouve des trucs qui reviennent, hein, évidemment des obsessions, des manières de faire, mais en fait il évolue tout le temps, il se remet tout le temps en question, quoi. Et par exemple l'utilisation de la musique, ça par contre c'est un truc qui revient souvent, la musique est omniprésente dans ces films, et c'est marrant parce que chez beaucoup de cinéastes, enfin pas de cinéastes, mais dans les films, des fois la musique omniprésente, des fois je l'entends pas du tout, moi je le reconnais, je suis pas quelqu'un qui entend vraiment la musique, mais soit ça te dérange, enfin tu fais que l'entendre, tu fais assez chiant, soit vraiment ça t'aide vraiment à t'imbriquer dans l'histoire, et chez lui c'est vraiment ouais, enfin ça passe, un truc de malade, quoi. Je pense à Magnolia, je pense à Boogie Nights évidemment, qui utilise beaucoup la musique, mais même There Will Be Blood, qui a une utilisation de la musique constante mais qui est pas du tout la même, c'est-à-dire que There Will Be Blood par exemple, c'est une musique qui est complètement dissonante avec le film que t'es en train de regarder, donc en fait tu sais, t'as toujours une ambiance un peu bizarre qui se met, parce que la musique est pas du tout adaptée à ce que tu regardes, et ça crée une ambiance assez particulière, et donc je le trouve assez fort sur ça, mais c'est marrant parce que sa mise en scène, elle a beaucoup évolué, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense qu'on conseille souvent Punch Drunk Love, Boogie Nights, qui sont parmi ses premiers films, parce qu'en fait, il va progressivement aller vers un cinéma, enfin, un type de cinéma un peu plus hermétique, à mon sens. C'est-à-dire que les gros plans séquences hyper virtuoses, assez tape à l'œil, ils vont un peu se faire beaucoup plus discrets à un moment de sa carrière, quoi. Quand t'arrives à The Master, à partir déjà de There Will Be Blood, il y a ça, mais The Master, Inherent Vice, c'est quand même des expériences de ciné, quoi. Enfin, pour entrer dedans, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué que des Boogie Nights et tout ça là qui, voilà, c'est l'industrie du porno, c'est la décadence, c'est un peu fun, tu vois. Et là, c'est des trucs on est vraiment dans le contrôle, dans un truc un peu beaucoup plus hermétique. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il adapte, en fait, sa mise en scène au sujet et au personnage, en fait, qu'il traite, quoi. C'est-à-dire, Phantom Thread, c'est vraiment ça, parce que tu l'as vu. C'est-à-dire que on traite d'un personnage, et ça c'est beaucoup les personnages comme ça, les personnages de figures masculines puissantes et obsédés par le contrôle, la mise en scène, elle va être taillée pour ce personnage-là, dans le contrôle, tu vois. Et tous les petits trucs qui ressortent de son quotidien, de son contrôle, il y avait un gros travail du son, notamment dans Phantom Thread, quand le personnage féminin, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, beurre des tartines et ça dérange le personnage de Daniel Day-Lewis dans son quotidien. Tu ressens que le mec est complètement, tellement il a une routine préparée, etc., que le moindre petit truc qui dérange sa routine, ça l'exaspère, et tu le sens vraiment dans la mise en scène, quoi. Et donc voilà, c'est ça, en fait, Pitié qu'il aime beaucoup, c'est notamment jouer avec les relations de domination et de pouvoir, en fait, entre les personnages. Là où c'est le plus évident, c'est The Master, évidemment, le maître, ou ça rapporte d'un maître avec une autre personne qui va essayer de le cadrer, etc. Mais Phantom Thread, c'était déjà ça. C'est ça aussi dans une affaire de couple. Enfin bref, il y a beaucoup de There Will Be Blood aussi, c'est des rapports de domination, d'attraction-répulsion entre le capitalisme d'un côté et le personnage de Paul Dano qui représente l'église, voilà. Et ouais, il y a souvent des duos, en fait, dans ces films pour montrer les rapports de domination. Il aime bien jouer avec, les inverser, les mélanger, etc. Et une grande force de son cinéma, c'est ces personnages assez complexes. En fait, c'est des personnages pleins de contradictions, c'est des personnages qui sont pas du tout manichéens, etc. Il y a pas une interprétation précise de souvent des personnages, c'est souvent sujet à débat, quoi. C'est un peu ça le truc. Et on retrouve évidemment beaucoup dans son cinéma les familles choisies, dysfonctionnelles. Voilà, Boogie Nights, c'est une famille d'acteurs porno de ce monde-là qui est complètement dysfonctionnelle, qui a beaucoup de problèmes. Et voilà, il joue beaucoup avec ça. Et on y reviendra après, il aime beaucoup filmer, on va dire, plusieurs périodes différentes des États-Unis. Il aime bien faire des portraits, en fait, de l'Amérique, hein, tout simplement. Il fait très peu de films qui se passent à l'heure actuelle, en fait. Il fait très peu de films contemporains, en fait, dans leur diégèse. Les films contemporains qu'il a fait à l'époque, c'est ses premiers films, il me semble, donc les Magnolia et Punch Drunk Love. Bon, Boogie Nights, c'était avant, mais c'est pas contemporain. Mais There Will Be Blood, The Master, Phantom Thread, tout ça, c'est des films qui se passent, qui sont pas du tout dans le contemporain, et ça va être intéressant de voir One Battle After Another où il se place. Mais voilà, j'ai un peu fait le portrait de Paul Thomas Anderson, qui est, je pense, un des cinéastes vivants les plus intéressants, je pense, au monde. Du coup, le film était quand même assez attendu, et le film a coûté, c'est la première fois qu'il coûte aussi cher, Istin. Oui, alors il a coûté 130 millions, c'est son budget estimé, en tout cas son budget de production, et j'ai vu qu'il aurait un budget de marketing aussi de 70 millions de dollars, donc c'est quand même pas mal, ouais. Ouais, après il est dans la tranche basse des blockbusters, mais ça reste un blockbuster quand même, il a connu quand même plus de
de 100 millions quand même, c'est pas mal. Après 130, c'est peut-être 150, enfin bref, on verra, mais en tout cas il a coûté quand même son prix, et on va pas se mentir, il ne se remboursera pas. Je crois que ça va être compliqué parce il a commencé avec en domestique je crois c'est 22 millions et en international c'est 26 je crois. Ouais, il est à peu près à 50 millions là dans le monde en premier week-end, ce qui est pas terrible pour un blockbuster de ce prix-là. Il atteindra jamais son point de rentabilité. Je pense que voilà, faudrait que pour qu'il soit rentable, il atteigne les 300 millions quoi, un truc comme ça. Je pense qu'il l'atteindra jamais quoi. Et encore 300 millions, je pense que je suis gentil, mais de toute façon je n'y crois pas, donc je pense que voilà, il va être condamné au flop. Mais après ça aussi on l'avait vu venir de loin ce flop. Bon voilà, Warner ils reviennent de 7 films d'affilée à plus de 40 millions de dollars sur le sol américain. Mais là c'est compliqué quoi, parce que c'est un film que je pense les Américains ne savent pas vendre en fait. Enfin, ils ne peuvent pas vendre ce film-là parce que déjà je pense c'est pas un film facile à vendre non plus, tu vois. C'est même s'il y a ce côté, bon voilà, on va en parler, mais c'est quand même un blockbuster où il y a pas mal d'action, etc. Tu vois, c'est quand même assez rythmé, etc. Mais ça reste quand même un film de Paul Thomas Anderson avec des changements de ton, un film politique, etc. Enfin, il y a plein de genres qui traversent un peu le film, donc c'est assez bizarre de le vendre. Et surtout ce genre de film-là, je pense qu'Hollywood ne sait plus les vendre en fait, parce que c'est plus ce genre de film se fait plus vraiment. Enfin, ce film-là à 130 millions, ça. Mais c'est comme Mickey 17 en début d'année, tu sais, c'est ce genre de film, enfin, tu sais, c'est marrant, c'est Warner aussi quoi. Bah c'est ça, parce que Warner finance encore des fois quelques auteurs, quelques trucs comme ça quoi, quelques films un peu voilà qui sont faits par des gens qui ont une certaine vision en tant que réal, mais à les vendre, c'est quand même ils savent plus du tout quoi. Il y a même plein de films moyen budget qui savent plus vraiment vendre. Là il y a encore un film avec Margot Robbie et Colin Farrell qui y a pas de marketing, tu sais pas trop ce que c'est un film de SF d'amour. Enfin tu vois, c'est des films que je pense qu'Hollywood, vu qu'ils ont fait pendant une bonne dizaine d'années à peu près que les mêmes genres de films, ils ont abandonné les moyens budget. Et voilà, c'était que des comédies d'action qui vendaient pour coller au modèle souvent Avengers, ces types Marvel quoi. On a eu beaucoup de films qui étaient pas du tout Marvel mais qui voulaient faire la méthode Marvel quoi, et c'est comme ça qu'ils vendaient les films, tu vois. Là, c'est vrai que c'est compliqué à vendre et que le film allait jamais se rembourser, mais il a quand même une réception critique qui est quand même insane. Je veux dire, sur Rotten Tomatoes, la presse française, le public pour l'instant est conquis, tu vois, et vraiment, ils vont le pousser, je pense, le film, pour que il se rembourse entre guillemets avec les récompenses cet hiver quoi, les Golden Globes, les Oscars, etc. Là il part pour on n'a pas encore vu la fin de l'année, mais il part favori là pour l'instant hein. Ah oui, parce que vu les critiques, oui. Je veux dire, oui, les critiques, le public, etc. Il a pas de succès populaire, malheureusement. Enfin, je veux dire, le box-office, c'est pas pour lui. Mais alors après, tout le monde loue le film, les performances et tout. Il va au moins avoir, enfin là, je le vois avoir limite le plus de nominations cette année. En tout cas, un des plus gros nominations. Enfin, il a la gueule de ça. Calme-toi. Non, mais je veux dire, les acteurs peuvent être nommés. Le scénar, je veux dire, c'est un scénar quand même qui a une portée quand même qui peut être nommée. La réal, évidemment, Paul Thomas, il a été nommé je sais pas combien de fois. Il l'a jamais eu. Après, le film a coûté 130 millions, tu peux mettre les décors, la photographie, voilà. Enfin, je veux dire, il a plein de possibilités d'être nommé, et vu qu'il a comme une unanimité plutôt critique et plutôt publique en ce moment, même si je pense qu'il va diviser un peu, il a un message politique, etc. Je pense qu'il a assez grandes chances pour être parmi ceux qui ont le plus de nominations aux Oscars et tout, hein, cette année. Bon, après, je dis, ouais, mais attends de voir les autres films qui arrivent, là. Non, mais c'est pour ça que je dis pour l'instant. Tout ça, tu vois, oui, parce que là, on n'a rien vu, quoi. On n'a rien vu, on a quand même vu 9 mois de films cette année, tu vois, je veux dire, c'est pas comme si... Tu dis ça, mais j'ai l'impression que tous ceux qui vont aller aux Oscars, ça va être le Park Chan-wook ou les trucs comme ça, enfin, qui arrivent là, évidemment que les films à Oscar, en général, ça arrive à fin d'année, mais là, tu vois, depuis le début d'année, moi, je vois que Sinners, qui était un Contenders, où je me dis, ok, là, potentiellement, il va y avoir plein de nominations, mais à part Sinners, tu vois, je vois pas de films, là, qu'on a eu cette année, où je me dis, ça va être des films à Oscar, ça va choper des trucs. Avant celui-là, c'était beaucoup plus restreint. Là, celui-là, je le vois vraiment partout, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais après, oui. Non, mais depuis, on va dire, la cérémonie des Oscars, il y a que Sinners, oui. Oui, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais je pense, voilà, là, je me disais, les films
qui sont souvent oscarisables, ils arrivent à la fin de l'année. Bien Souvent, sûr. je pense, parce qu'ils veulent que le jury retienne un peu les films. Donc, c'est des films plutôt récents par rapport à la date de la cérémonie. Donc, ça sort soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, quoi. Bien sûr. Mais il reste plein de Parce que films. là, il y a Smashing Machine, il y a Smashing Machine qui arrive, Bugonia, tout ça. Donc, voilà. Après, je parle aussi de portée, parce que tu vois, Smashing Machine, etc. Smashing Machine, il peut avoir quelques nominations, tu vois, je pense, acteur, etc. Mais je pense pas qu'il pourra avoir toutes les nominations que possiblement One Battle After Another peut concourir, quoi. Il a vraiment un gros champ de possibilités dans les catégories, tu vois. C'est surtout ça que je voulais dire. Mais bref, Après, il y a Emilio Pérez, il y a un bis qui arrive, et puis, tu vois, on va rien comprendre. Allez, bon. Arrête. Allez, parle pas de malheur. Et Baïsta, je te propose d'attaquer le film. Ouais, on y va. C'est parti. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Tu sais ce qu'est la liberté? L'absence de peur. Dans le genre Tom Cruise. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor et Chase Infinity et plein d'autres acteurs évidemment. Mais Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Une bataille après l'autre? Alors, j'ai aimé, mais j'ai pas adoré. J'ai pas réussi à rentrer à 100% dedans, malheureusement. J'ai trouvé que, en fait, comme tu disais dans l'intro, que ouais, le film il est très bien réalisé. Enfin, il y a pas de fioriture, quoi. Tout est très bien réalisé, les personnages sont très bien écrits, tout est très bien écrit, les acteurs sont super. Bon, mention spéciale à Sean Penn et aussi Benicio del Toro qui m'a fait beaucoup rire. J'ai un problème, moi, avec un truc que t'as dit aussi dans l'intro, mais qui, moi, m'a dérangé. C'est la musique, en fait. La musique dissonante et qui accompagne pas ce qui se passe. Moi, ça m'a un peu sorti du truc. J'ai eu un peu de mal avec ça. Et ça fait que j'ai pas réussi à rentrer à 100% dans le film et à l'adorer, quoi. J'ai trouvé que c'était bien, que c'était super et tout, mais ouais, je suis pas sorti de la séance en me disant c'était génial, vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie, tout ça. J'étais plus en mode ouais, j'ai bien aimé, mais comme j'ai dit, j'ai pas adoré, quoi. Donc voilà, c'est un bon film, mais j'ai l'impression d'être passé un peu à côté. Voilà, c'est mon avis. Tout le monde dit que c'est super, que c'est un des meilleurs films de l'année, etc., etc. Et bah, c'est vrai. En fait, mais en fait, c'est pas une surprise, quoi, parce que en fait, Paul Thomas Anderson, c'est un mec qui, à chaque film, en tout cas, est plutôt loué pour... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs et tout vivant. Et à chaque film, il surpasse. Moi, mon film préféré de Pitié, c'est Phantom Thread. Voilà, je suis pas dans les gens... Voilà, c'est pas populaire de dire ça, voilà. Et c'est peut-être pas son meilleur film, mais en fait... le truc, c'est que si je compare avec Magnolia, There Will Be Blood et tout, c'est des films que je trouve tellement immenses que, ouais, peut-être que c'est pas son meilleur film, mais... Objectivement, enfin, pour moi, ce film, c'est tout ce que je demande d'un film à gros budget de ce niveau-là, en fait. C'est un film qui est très divertissement, qui est extrêmement bien réalisé, qui a des persos bien construits, complexes, qui a un propos politique, un vrai propos et qui te prend pas pour un débile. Ouais, enfin, il y a tout ce dont j'ai envie, en fait, dans un gros film de ce genre-là, quoi. Et avec, évidemment, une patte de réalisateur, à savoir de Pitié, qui a fait des choix assez intéressants et des performances, comme tu l'as dit, de haute volée. Mention spéciale à Sean Penn, Chase Infinity aussi, je trouve que la fille elle est super, et Leonardo DiCaprio il est bien, mais il est souvent bien. Ouais, enfin moi c'est tout ce que je veux d'un film de ce genre-là, quoi. Je vais dire quand même un truc un peu en disclaimer, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues ou voilà, le film est extrêmement riche et il y a plein de choses dans le film, donc je pense pas avoir tout vu. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à déchiffrer ou plutôt à analyser de manière différente, à interpréter différemment, etc. Je pense que il y a des trucs, on va s'attarder dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je pense, sur certains trucs, et puis certains trucs, je suis peut-être beaucoup plus évasif parce que je pense que j'ai pas toutes les réponses au film, parce que c'est un film extrêmement dense mais extrêmement riche, et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais par contre, ce que je suis content, c'est que il a pas fait le même film que le dernier film qu'il a fait, qui n'était pas le même film que celui d'avant. En fait, on a retrouvé un truc que moi j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'en fait, je sais jamais à quoi m'attendre avec ses films. Enfin, après, j'avais vite fait la bande d'annonce, etc. Je me dis, qu'est-ce que ça va être? Et au final, j'ai vu un film que je savais pas du tout que ça allait apprendre cette structure-là, quoi. Parce que déjà, on peut s'attarder sur un truc du film. Le film, il dure 2h40, il a une énergie qui est folle, quoi. C'est-à-dire que moi, personnellement, je sais pas toi, mais je me suis pas ennuyé une seule seconde, quoi.
Ah non, oui, je voulais aussi dire ça au début, j'ai oublié, mais oui, je trouve que le film a un bon rythme, effectivement, tu t'ennuies pas. Oui, ça, je suis d'accord. Mais surtout, tu t'ennuies pas. Enfin, en fait, le film est extrêmement rythmé, etc. On est dans une genre de fuite en avant, en fait, de course effrénée où, en fait, il y a des péripéties qui s'amassent sur des péripéties, sur des galères, sur des trucs. Enfin, ça s'accumule, etc. Et de manière assez folle. Et d'ailleurs, d'où le titre aussi, je pense, une bataille après l'autre, c'est politique, mais c'est aussi, je pense, dans le rythme du film, c'est une péripétie après l'autre, quoi. Leonardo DiCaprio, oui, il gagne une bataille, une petite bataille pour se rapprocher de sa fille jusqu'à la fin, quoi. Mais en fait, ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que je sais jamais où il m'emmène, quoi. C'est-à-dire qu'on passe d'un film révolutionnaire dans ces 30 premières minutes, en plus, qui sont, on pourrait parler juste des 30 premières minutes pendant longtemps. C'est plus long, non? Moi, j'ai l'impression que c'était genre 1 heure du film. Oh non, c'est pas 1 heure, par contre. Mais ça prend une grosse part, je sais pas, 30, 40 minutes, enfin, je sais pas. En tout cas, ça prend une grande partie. C'est une grosse partie quand même du film, tu vois. Mais on passe de ça à un genre de thriller paranoïaque, avec une paranoïa qui est très bien retranscrite dans la mise en scène avec Leonardo DiCaprio. Et en fait, je trouve qu'il arrive toujours, et c'est ce qu'il a toujours fait, à gérer tous les tons en même temps. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc assez tendu à la comédie, à un genre de western à la fin, parce que c'est très spécial quand même, mais il fait ça de manière hyper fluide, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment je me dis oh putain, là on passe dans un truc un peu bizarre, etc. Mais comme je l'ai dit en intro dans les films de Paul Thomas Anderson, je trouve qu'il adapte sa mise en scène à ses personnages. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans le film, c'est que ça parle de révolutionnaire. Et je pense que c'est ça qui l'excite, en fait, Paul Thomas Anderson, voilà. C'est l'énergie de la révolution. Et je pense que pour lui, l'esprit révolutionnaire, les révolutionnaires, c'est une ardeur, c'est une affaire de rythme, en fait. C'est de pulsion, en fait. C'est à alimenter tout le temps, quoi. Et je trouve que les 30 premières minutes, ça montre très bien ça, c'est que les 30 premières minutes sont ultra rythmées, quoi. C'est-à-dire ça enchaîne, etc. Et vraiment, et ce côté pulsion des révolutionnaires, c'est présenté par le personnage de Teyana Taylor, qu'on suit, c'est elle le personnage principal pendant les 30-40 premières minutes. C'est une mère qui a beaucoup de pulsions, genre pulsions sexuelles à certains moments, qui a une vie qui va à 100 à l'heure, et je pense que c'est ça qui l'intéresse, c'est le flux, quoi. C'est le flux de Paul Thomas Anderson, les trucs qui s'enchaînent, quoi. Et je trouve que la mise en scène et le rythme du film va se mettre à ce niveau-là, quoi. C'est ça que je trouve que Anderson encore adapte sa mise en scène au personnage, et le personnage de Bob. Du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est Leonardo DiCaprio qui en fait est à l'arrêt. Donc on a un flash forward de 16 ans, et en fait on montre qu'il est alcoolique, drogué, qui traîne dans son canapé, et etc., et qui fait plus grand chose de sa vie, quoi. Et son histoire, c'est lui qui va redémarrer et retrouver un peu son esprit révolutionnaire, tu vois, à travers ce voyage. Et le rythme soutenu de son aventure, ça va raviver un peu l'ardeur en lui, quoi. Viva la Revolution, comme il dit à certains moments du film. Mais c'est parce qu'en fait, le truc aussi, parce que je dis que c'est un rythme effréné et un rythme au niveau de ce personnage-là, mais ce personnage-là, il est plus celui qu'il était, quoi. C'est-à-dire que c'est un personnage qui physiquement et mentalement, il est plus du tout le même, quoi. Il oublie des trucs, il est plus en forme, il oublie le mot de passe, etc. Et donc, en fait, le récit va prendre, à cause de ce personnage-là, une tournure comique, en fait, un peu dans son rythme effréné. C'est-à-dire que ce personnage de Leonardo DiCaprio, qui aurait pu être dans d'autres films un héros d'action, etc., en fait, il dynamite un peu le film d'action de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire qu'il désamorce plein de situations et d'aventures de ce genre de film. Et il y a plein de moments de comédie, en fait, qui sont bien amenés et qui cassent jamais la tension. D'ailleurs, je tiens à dire, c'est pas de la comédie qui vient de faire chier, c'est vraiment... Enfin, il y a des moments, le moment où il tombe du toit, où tu crois qu'il va suivre les skateurs, etc., il tombe du toit. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui... J'ai l'impression que je retrouve un peu dans cette énergie chaotique, parce que c'est vraiment une énergie du chaos, quoi. Je retrouve un peu Magnolia. Magnolia, c'est un film choral où on retrouve plein de personnages et le film enchaîne plein de points de vue de personnages, etc. Il y a une vraie maîtrise du montage et il arrive à rendre tout fluide, et c'est un peu pareil. Mais on retrouve évidemment ces plans séquences très longs qui suivent les personnages, qui sont très très agréables à suivre. Et en fait, ce que je trouve qui réussit bien, en fait, dans ces longs plans, etc., dans ces séquences, dans sa mise en scène, c'est qu'on est dans un chaos total, mais qui met toujours, et ça c'est toujours ça, Paul Thomas Anderson, enfin depuis un moment, en vrai, pas depuis tout le temps, mais c'est qu'il arrive à mettre toujours au centre ses personnages. C'est-à-dire que depuis un moment, en fait, déjà, il filme ses personnages au plus près. Tu vois, il y a souvent des plans très rapprochés des personnages. Il laisse du temps à l'acteur. C'est un très bon directeur d'acteur, Paul Thomas Anderson. Il a eu Daniel Day-Lewis, etc. Enfin, Philip Seymour Hoffman dans The Master. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'il fait. Il laisse beaucoup de place à l'acteur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est j'admire vraiment
la manière dont il fait ses séquences, dont il les étire, tu vois. C'est-à-dire le film est très long, hein, comme il fait 2h40, mais il est surtout composé de séquences qui sont eux-mêmes assez longues, quoi. C'est toujours avec cet esprit chaotique et les acteurs au centre, mais par exemple, il y a cette scène qui est assez folle au milieu du film, qui dure une vingtaine de minutes, hein. C'est-à-dire que Leonardo DiCaprio va rencontrer le personnage de Benicio del Toro, et à partir de là, il y a une séquence, mais qui est allongée de comédie, où le mec essaye d'appeler, il va aller chez lui, il rencontre sa famille, il appelle, ça marche pas, ça continue, il va sur le toit, et puis juste au moment où il se casse la gueule, enfin, je veux dire, il laisse le temps à la scène d'exister, en fait, et il laisse le temps à la scène d'avoir une énergie vraiment chaotique et drôle. Et moi, ce gag du téléphone, mais enfin, il m'a tué, enfin, surtout le truc, le mot de passe, parce que le mec il a plus du tout la mémoire à ça, et t'es le mec qui fait, mais arrête de me faire chier avec ton mot de passe de merde, juste passe-moi le truc, là je suis dans la galère. Enfin, c'est tout ce moment là qui s'étire, enfin, je trouve ça trop drôle. Et à côté, ce qui est marrant, c'est que t'as Leonardo DiCaprio qu'on peut plus, et t'as Benicio del Toro qui a une énergie complètement stoïque, de mec qui est vraiment mais en contrôle et qui s'en fout, quoi, qui fait des pompes un peu à côté, qui est vraiment calme, et je trouve que ça crée un décalage moi qui m'a fait beaucoup rire, quoi. Bah c'est le personnage de Benicio del Toro, c'est parce que c'est un prof de karaté, donc. Et puis on retrouve encore ses obsessions, c'est que c'est des personnages qui sont dans le contrôle, quoi. C'est-à-dire que lui, il est complètement, enfin, tu sais, il est toujours stoïque, il est jamais apeuré, tu sais, il est toujours très calme, très composé, etc. Tout le quoi. temps. C'est un peu ça. Alors qu'il se passe des trucs, c'est la routine pour lui, on a l'impression. Il y a les flics là qui arrivent et tout, mais on dirait que c'est normal. Et on retrouve d'ailleurs ça, j'avais peur qu'on les perde, même si c'est quelque chose un peu radical, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements de ton, tu vois, dans ces films, et j'avais peur un peu qu'avec le cahier des charges, etc., le film soit un peu plus dans les clous. Et en vrai, non, ça, c'est quand même un film de Paul Thomas Anderson. Je veux dire, c'est pas un blockbuster. Enfin, il y a des trucs, des séquences, des enchaînements que tu retrouverais pas dans beaucoup de films, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont laissé complètement faire ce qu'ils voulaient, hein. Bah oui, enfin. J'ai pas l'impression qu'il y a un cahier des charges ou quoi, là. Oui, bah, complètement. Même Mickey 17, la plupart du temps, j'ai l'impression qu'ils avaient laissé Poem à Bong Joon-ho le truc de faire ce qu'il veut, quoi. Et après, il y a des problèmes de prod dans Mickey 17, c'est autre chose, quoi. Possible, tu vois, mais j'ai pas l'impression que le film s'est fait complètement parasiter ou quoi. Et là, vraiment, j'ai pas l'impression du tout, quoi. J'ai l'impression qu'il a fait plutôt ce qu'il veut. Même s'il dit que ça fait, je crois, 20 ans qu'il veut faire ce film, etc. Enfin, bref, je sais pas. En tout cas, ça fait longtemps qu'il voulait faire ce film. Mais par contre, ce qui est aussi très fort, et ça, c'est la maîtrise de la mise en scène et de la narration par Paul Thomas Anderson, c'est qu'il y a une énergie qui est assez folle dans le film. Ça enchaîne les péripéties et tout. À aucune seconde, je suis perdu dans le film, quoi. À aucun moment, j'ai une question de, ok, ce moment-là, est-ce que, non, tout glisse, tout avance. Après, il y a des interprétations sur les personnages, etc. Mais le récit qu'il raconte, il est quand même hyper clair, tu vois. Alors que, il pourrait ne pas être clair, tu vois, avec tout l'enchaînement qu'il y a, ça pourrait ne pas être clair, mais pourtant, tout est, parce que je pense qu'il y a plein de persos, par exemple, qui sont super bien caractérisés en peu de temps. Ça pourrait être complexe, mais il arrive à rendre ça fluide, quoi, en fait. Oui, bah c'est moi j'ai pas été perdu pendant le film, en tout cas j'ai compris. C'est vrai que c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Je suis pas perdu, alors que c'est vrai que il se passe beaucoup de choses, mais après tu vois, c'est un peu en flux tendu, quoi. Enfin, après c'est marrant parce que comme t'as dit, il y a un peu comme t'as dit, tu l'as pas dit, mais il y a un peu, il y a un peu je trouve qu'il y a un peu deux films dans le film, quoi. Il y a le premier film avec la révolutionnaire, là, je sais plus comment t'as dit l'actrice. Teyana Taylor, ouais. Voilà, Teyana Taylor, où là, il y a des ellipses et tout. Ça se passe sur plusieurs années, etc. Et après, t'as le deuxième film avec DiCaprio et sa fille. Et là, par contre, c'est une journée, quoi, en gros. Et là, sur le coup, le rapport au temps, il est complètement différent. Mais ça se suit bien. D'ailleurs, tu dis ça. On dirait une grosse intro d'1 heure, quoi, pratiquement. Ouais. 45 minutes. C'est vrai qu'elle est longue. Toi, t'as eu ressenti 1 heure. Je crois pas qu'elle dure 1 heure. Bon, je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle dure longtemps. Mais par contre, tu vois, là, j'ai lu le synopsis, etc. Le film dit que c'est l'histoire de DiCaprio qui va retrouver sa fille. C'est ça aussi, hein, le parcours de DiCaprio. Mais il y a aussi plein de trucs. Je veux dire, c'est aussi le film de Sean Penn. Enfin, je veux dire, Sean Penn, son personnage, il est très important. Il a tout un truc. Sa fille aussi, hein, Jason Infinity, elle a de son côté. Et il y a cette intro, évidemment, de 30 minutes où c'est pas Leonardo DiCaprio au centre, quoi. C'est vraiment Teyana Taylor, quoi. Et même la suite du film, on suit pendant un gros bout au milieu Leonardo DiCaprio, mais à la fin, on est quand même beaucoup plus avec sa fille, avec le général, avec Sean Penn, etc. Donc je dirais pas que c'est un film choral non plus, voilà. Mais c'est un film qui a plusieurs quand même centres, quoi. Plusieurs personnages principaux, quoi. C'est pas juste Leonardo DiCaprio, quoi, pour le coup, quoi.
Oui, c'est ça. Moi, Sean Penn, j'ai adoré. Voilà. Parce qu'il y a vraiment ce côté. Parce que tu es un fasciste. Voilà. Non, mais il y a ce truc qui montre. Les gros milliardaires, c'est des gros fachos, quoi. Avec tout ce truc de la secte de Noël, là, ou je sais pas quoi. C'était très drôle, ça. Très, très drôle, ça, la secte de Noël. Enfin, je trouve que c'est une très belle idée de voir des espèces de fascistes qui se cachent et ils ont des petits noms, des petits trucs de Noël. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant, mais on reviendra plus tard, un très drôle, on reviendra plus tard peut-être sur ça. Parce que j'ai 2-3 trucs à dire quand même sur la mise en scène, parce que je trouve que c'est assez fort. C'est quand il y a un personnage qui va voir les espèces de fascistes pour toquer à la porte. Il fait la musique de Jingle Bell en tapant à la porte. J'ai même pas fait gaffe, je crois. Mais oui, mais c'est un truc que tu remarques pas, mais je l'ai remarqué parce que je l'ai vu 2 fois. Et en fait, je l'avais vu, je crois que c'est quelqu'un sur Twitter qui avait dit, et en fait, j'ai remarqué qu'il fait Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way quand il tape à la porte. Et je dis, mais ils sont complètement, c'est complètement con, tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est vraiment, moi, je trouve que le film est très drôle, quoi, sur pas mal de moments comme ça, quoi. Mais, pour rapprocher le film d'un autre film qui est sorti cette année, c'est-à-dire Eddington. Eddington est un film qui fait aussi un portrait de l'Amérique. Ah, mais j'ai pas vu. Ouais, y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, malheureusement. c'est pas le film qui a fait le plus vu de Ari Aster, voilà, moi que j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, je trouve qu'on retrouve un peu ce truc-là de la mise en scène qui est, enfin, moi personnellement, qui est tellement quali. En fait, je pourrais le suivre le film pendant des heures et des heures, tu vois, je pourrais dire plein de scènes, tu vois, le fait d'allonger certaines scènes, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, il y a beaucoup de rapprochements à faire avec Eddington. J'en ferai après, hein, voilà, que j'ai remarqué. Mais c'est vrai que les films sont assez proches et arrivent à un moment où je pense ils arrivent, tu sais, c'est des films qui arrivent au bon moment, tu vois. C'est des films de réflexion sur l'Amérique un petit peu divisée, sur la montée du fascisme, etc. C'est 2 films qui arrivent après des réflexions de plusieurs années, etc. Tu sais, t'as l'impression que c'est des films qui sont un poil en avance parce que ils décrivent peut-être une réalité qui va arriver, en tout cas qui est vraiment en marge d'arriver, tu vois. Et en même temps, c'est tellement actuel avec ce qui se passe en ce moment, quoi, que c'est des films que vraiment t'as l'impression que c'est vraiment la bonne année, quoi, pour qu'ils arrivent, quoi. Mais déjà, c'est marrant parce que Trump, il a été élu qu'en début d'année, je crois. Mm-hmm. Donc, c'est des films qui ont été faits avant. Bien sûr, mais après l'arrivée le retour de Trump au pouvoir. C'est vrai, mais Trump, il a fait de 2016 à 2020, il a fait un mandat, hein. Faut pas oublier qu'il y a aussi ces réflexions-là, mais il y a une montée de réflexion du fascisme. Enfin, je veux dire, depuis le Covid, il y a eu un truc, je pense. Depuis le Covid, je pense. Après, il y a eu le Capitole. Je pense que c'est ça aussi. Mais tous les événements, à peu près au niveau du Covid. Moi, je trouve que là où ça a révélé beaucoup de choses, où il y a vraiment une division qui s'est faite, surtout aux États-Unis, mais bon, un peu partout dans le monde. Mais avec les complotistes et tout, les gens qui sont devenus complotistes. En tout cas, il y a une grosse fissure entre la gauche et la droite, en tout cas l'extrême gauche, l'extrême droite. Il y a un truc qui s'est encore plus détendu qu'il n'était déjà, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de directions qui sont faites, quoi, et qui s'accentuent, j'ai l'impression de plus en plus, et jusqu'à là, enfin, récemment, là, cette dernière année, j'ai l'impression que les États-Unis n'ont jamais été aussi divisés que maintenant, quoi. C'est assez fou, quoi. Clairement. Mais pour revenir, sur la musique, parce que je voulais en parler, c'est vrai que là, par contre, c'est un truc de ressenti, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'utilisation de la musique est très intelligente parce que il le faisait au début de sa carrière, c'était une musique très accompagnante, tu vois. Et là, il a choisi d'utiliser la musique un peu différemment. C'est vrai qu'elle est pas autant en décalage que dans There Will Be Blood. There Will Be Blood, je trouve qu'il y a vraiment un travail du décalage, etc. Là, je trouve qu'elle est en un léger décalage, en fait, sur ce qui se passe. Et je trouve qu'effectivement, ça crée une ambiance un peu spéciale. Après, on rentre pas dedans, mais je trouve que son utilisation est quand même hyper intéressante dans le film, quoi. C'est pas juste de la musique d'accompagnement, ce que parfois j'aime bien, hein. Des fois, il y a des musiques qui accompagnent le film, etc. Ça me met dans une ambiance, ça accentue certains trucs, même si des fois, ça peut être très vite lourd. Mais là, je trouve que ça passe ou ça casse, mais c'est quand même une utilisation qui est un peu différente du tout venant de beaucoup de blockbusters de ce genre de film, tu vois. Ouais, je vois ce que tu dis, mais moi j'ai eu beaucoup de mal. Je trouvais que j'avais surtout la scène que tu disais tout à l'heure là, avec tout le passage avec Benicio del Toro qui dure un moment quand même. Et il y a une musique là où j'ai l'impression qu'il y a un mec qui fait n'importe quoi au piano et ça m'a saoulé un peu. Ouais. Et je trouvais que ça m'enlevait la montée en tension, quoi. Non, mais je trouvais que j'avais pas la montée en tension d'avoir peur pour le personnage ou quoi, et ça m'a un peu dérangé, quoi. Donc moi, la musique, c'est un peu un point faible, hein, pour moi, du film. D'accord, c'est compréhensible, en vrai, hein, complètement.
Après le film, je trouve, voilà, il est filmé en VistaVision, je le trouve très beau. Voilà, la photographie est très belle. La VistaVision, là, ça va revenir. Là, ces caméras-là, depuis De Brutalist, là, qui a ramené ça, là. T'as l'impression que toute la même année. C'est ce truc-là. De Brutalist a utilisé la même chose. Là, cette année, il y a ce film-là, et je crois qu'il y a d'autres films qui arrivent en VistaVision. Donc en fait, je sais pas pourquoi d'un coup là ça s'est revitalisé, c'est revenu comme ça sous le devant de la scène. Mais j'aimerais, avant peut-être parler du fond du truc politique, parler de la dernière scène du film. Enfin, une des dernières scènes du film. La course-poursuite finale en voiture. Ah, oui. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais pourquoi? Parce que moi, je trouve pas ça incroyable. Hein. Quoi? Pardon? Je comprends pas trop. Pourquoi? Bah non. Je n'ai jamais vu une course-poursuite de voiture filmée comme ça. C'est-à-dire que là, souvent, les courses-poursuites en voiture, ça joue sur la tension de la vitesse. C'est-à-dire, faut se rapprocher, ça va vite, etc. Ici, c'est pas du tout le point de tension, tu vois. C'est-à-dire que les voitures sont à 200 mètres l'un de l'autre, ils sont pas du tout près. Tu vois, c'est pas du tout des trucs comme ça. Et pourtant, la tension me prend parce que ça joue sur quelque chose que j'avais jamais vu sur une course-poursuite. C'est-à-dire, enfin, c'est sûrement déjà arrivé, mais peut-être pas comme ça. C'est-à-dire que la route, elle est pas droite dans la fin du film. Oui. Elle est en ondulation. Et donc, du coup, c'est une route qui joue pas sur l'horizontalité, mais sur la verticalité. D'ailleurs, l'horizontalité dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est souvent ça qui traite, même dans ses plans séquences, qui joue beaucoup sur l'horizontalité, et même la ligne d'horizon, surtout, enfin, There Will Be Blood, etc., ça joue beaucoup sur l'horizontalité. Et là, le film joue sur la verticalité, tu sais, on dirait des vagues, en fait. C'est marrant parce que on dirait une mer qui fait des vagues, etc. Ça joue sur les déformations de la route, pour la chaleur. Et dans la diégèse du film, le personnage utilise la verticalité du décor pour gagner sur la personne qui le suit, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça fascinante, cette manière de mettre en scène une poursuite, parce que c'est rare quand même d'être devant un film et se dire, je n'ai jamais vu ça. Tu vois. Je n'ai jamais vu cette scène. Mais moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est pas ça le problème. Tu as déjà vu ce genre de scène? Bah, peut-être, mais moi, je m'en souviens pas, là. En fait, je me demande si c'est pas dans Breaking Bad ou Soul. Tu vois, parce que c'est un peu dans le même endroit, c'est au Mexique et mais tout. Après, il y a des moments où ils vont dans le désert. Je vois très bien les scènes du désert, mais c'est très horizontal. Enfin, c'est des scènes, tu vois, ça joue pas du tout sur ce truc de boss, sur cette verticalité. Tu vois, c'est des scènes Mais moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, en fait. Ah ouais? Je sais pas. Oui, ouais, je sais pas. Bah, ça me dit un truc, mais en tout cas les routes en boss comme ça, tu vois, moi ça me dit quelque chose, quoi. D'accord, bah moi je te jure que j'ai jamais vu ça. On se croit même presque dans un western à la fin, je trouve. Le film est... Oui, je pense, oui. Parce que le film retourne un peu dans un genre de désert très américain, mais en même temps c'est raccord. Le film retourne au western. Le western, c'est quoi? C'est le genre fondateur des États-Unis. Voilà, pour parler de l'Amérique qui l'arrange, il revient au genre qu'il a construit, quoi. D'ailleurs, comme Eddington. D'ailleurs, qui reprend énormément du western et qui faisait un portrait de l'Amérique. Donc, même si, pour le coup, Paul Thomas Anderson est beaucoup moins nihiliste que Eddington, parce qu'Eddington, ça te dit vraiment, on est perdu, quoi. c'est la fin des temps, quoi. Enfin, c'est Harry Astor, quoi. Dire l'angoisse. Oui, c'est pas optimiste, quoi. Alors que là, PTA, il a quand même un truc un peu plus optimiste, quand même. Tu vois. Mais encore une fois, c'est des films qui viennent au bon moment. Et moi, cette scène de course-poursuite finale, elle me hante, quoi. Vraiment, je m'attendais tellement pas à voir ce truc-là. Mais vraiment, je suis très surpris que tu me dises ça, quand même, parce que je pensais que t'allais, enfin, que tout le monde allait être d'accord, mais ok. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça incroyable quand je l'ai vu, tu vois. J'étais dans le récit et tout, mais j'ai trouvé que c'était bien, oui. Enfin, même que, oui, il utilise les boss, il regarde où est la voiture, tout ça. Ou regarde dans le rétro. À un moment, je me suis dit, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il va foncer ou pas dans la bagnole à la fin? Parce qu'on sait pas trop. Quand il arrive, je me suis dit, peut-être il va pas voir la bagnole, il va foncer dedans, parce que c'est ce qui se passe avec le mec d'avant. Ouais, donc c'est plutôt, oui, c'est bien joué. C'est hyper intelligent à la fin quand elle s'arrête au niveau de la bosse parce qu'il sait que le mec va pas pouvoir voir le truc. Enfin, moi je trouve, j'avais jamais vu ça. Là, je me suis dit, là, attends, là, il va. Enfin, c'est fou. Moi, j'ai trouvé ça fou. Je reconnais. Ok. Moi, j'ai pas trouvé ça fou, mais bien. Mais ok, mais je sais pas. Après, peut-être je l'ai fait dans un jeu vidéo. Je sais pas. Le jeu vidéo où tu joues sur des boss, je sais pas. dans le désert, c'est pas, ça m'a pas l'air très fun, hein, je pense, ton jeu. Je sais pas, mais. Enfin, je sais pas, peut-être Mad Max. Non, Mad Max, c'est vraiment l'horizontalité, là, vraiment. Enfin, après, ça joue sur la verticalité, mais c'est des mecs qui se balancent. Enfin, dans le Furiosa, ça joue pas mal sur la verticalité. Mais c'est des. Non, mais je parlais du jeu vidéo, Mad Max. Ah! Ouais, non, je crois pas que je crois pas que tu fais ça. Enfin, bref. Le contexte, c'est qu'on est dans une sorte d'Amérique un peu en guerre, hein, quand même, hein. En fait, c'est marrant parce que c'est un des rares films où PTA
est un peu dans le contemporain, mais on n'est pas exactement dans un film contemporain. Enfin, il y a pas de contexte, on sait pas qui est au pouvoir, on ne parle pas du président, on est dans une genre de réalité un peu parallèle, mais qui est extrêmement ressemblante à la nôtre, parce que là, on est clairement dans un État qui est clairement fasciste. Pas que les États-Unis, il n'y a pas déjà des rapprochements avec le fascisme, mais là, on est quand même dans un step un peu au-dessus, quoi. Je trouve de fascisme dans le film, dans la diégèse du film, qui est pas si éloigné de notre réalité, mais qui est pas exactement la même. On dirait que c'est un possible États-Unis dans 10 ans, tu vois. Je sais pas comment dire, mais il y a un peu ce truc-là, quoi. Il y a énormément de parallèles qu'on peut faire avec la réalité, mais là, on a un fascisme qui est vraiment mené par Sean Penn, mais à visage complètement découvert, même si il y a évidemment une organisation qui se cache, une organisation nazie. Les aventuriers de Noël, j'adore ce nom. Les aventuriers de Noël, c'est un truc tout doux, tout gentil, les aventuriers de Noël, pour un truc qui est complètement horrible, voilà. Horrible, et évidemment, les militantistes sont traités comme des terroristes par les dominants, évidemment, par donc les antifas, etc., sont traités comme des énormes terroristes par les fascistes, quoi, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un moment qui est très intéressant, qui dure pas longtemps, mais qui est très intéressant, je trouve. Il y a une manif, c'est-à-dire que il y a Sean Penn qui, pour son ego, pour retrouver une seule personne, va quand même foutre le bordel dans une ville complètement, va créer à cause de lui une manifestation, etc. Enfin, ça va être le bordel dans une ville juste pour retrouver un gars, quand même. Faut voir l'ego du gars. Combien t'en as filtré ? Tu parles de ça? Et c'est exactement ça. Il passe un coup de fil, il dit d'envoyer, je sais plus le nom de code qu'il a, un mec qui est déposé, du coup, sa cut, un mec cagoulé arrive, allume un cocktail Molotov, le balance, et les policiers vont pouvoir ensuite attaquer. Donc ça, c'est des trucs... Ouais, mais ça, c'est pas... Ça arrive dans les manifs, ça. Ça oui, c'est des trucs, évidemment, qui existent déjà, hein, de vouloir justifier un peu l'attaque des policiers, et donc, du coup, d'envoyer des... Ça est déjà arrivé, et c'est pas un truc qui s'accentue, tu vois, c'est pas un truc qui dure longtemps, ça dure, genre, franchement, ça dure 30 secondes, tu vois, même pas, tu vois, tu peux le rater, mais je pense que ça dit beaucoup aussi de sa certaine vision des choses qu'il a, tu vois, même si, on revient au truc, il a pas une vision totalement manichéenne des choses, hein, c'est-à-dire que aucun personnage du film est manichéen ou idéalisé, c'est-à-dire que ce soit évidemment pas parfait, quoi. Ouais, c'est ça, évidemment, du côté des fascistes, bon voilà, ça serait quand même un peu, j'ai vu des gens en parler et tout ça, mais tu te dis, évidemment que les fascistes vont pas être montrés de manière bien dans un film, parce que c'est des fascistes, et encore heureux, enfin, faut pas déconner quand même, mais les persos qui sont censés être nos héros, ils sont pas idéalisés non plus, ils ont leurs faiblesses. Je veux dire, le personnage de Teyana Taylor, c'est une balance, enfin, tu vois, elle a trahi les siens quand même. DiCaprio, il est complètement du père dans le film, et voilà. Donc c'est pas comme si tu sais, t'avais un truc sans nuance. De toute façon, Paul Thomas Anderson, je crois qu'il est incapable de faire un film avec des personnages qui n'ont pas de nuance. Enfin, il est obligé de faire des nuances, etc. Et même le côté des progressistes d'aujourd'hui, il les égratigne un peu. Il a évidemment de la tendresse, et je pense que il sait se placer à ce niveau du film, mais il relève quand même l'absurdité d'un truc, par exemple d'une bureaucratie un peu débile, par exemple, où évidemment les mecs veulent respecter un code à la lettre, alors que ça n'a pas vraiment de sens et que c'est complètement un petit peu débile, tu vois. Il y a quand même quelques trucs comme ça où il est pas totalement manichéen quand même dans son film, quoi. Et est-ce que le fait que ce soit le personnage non binaire qui donne le numéro de téléphone, est-ce que ça fait que... Là, il est un peu de gauche, mais il est un peu transphobe, quoi. Non, je sais pas. L'interprétation de fou. Je dirais pas ça quand même, parce que quand même, je trouve que il dépeint par exemple le personnage de Chase Infinity qui est très pro-LGBT, etc. d'une manière plutôt positive. Enfin voilà, je pense pas qu'il serait comme ça. Même si le personnage de Leonardo DiCaprio, il a un petit côté réac quand on le retrouve 16 ans d'après. Il a un petit côté, voilà, tu sais, il est plus dans le moment, il dit putain de gauchiste et tout. Ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'il est plus, il a plus envie de faire ça, quoi. Quand tu le vois avec qui voit les jeunes, les potes de sa fille, etc. Il a un petit côté, tu vois, il est pas totalement, il est en mode, est-ce que c'est il, c'est il ou elle, ou Zem, ou Yel, ouais, voilà, ou Yel. Et tu t'es en mode, tu sais, il est en mode, je veux être respectueux, mais il a un petit côté quand même un peu, tu vois, être déconnecté, quoi. Il est plus du tout connecté à la jeunesse, il est vraiment déconnecté. Mais c'est marrant parce que le film, il dépeint ce personnage qui est à l'arrêt, hein, le personnage de Leonardo DiCaprio, il est plus du tout vraiment dans la lutte complètement révolutionnaire. Mais en fait, ça montre qu'on peut pas vraiment fuir son passé, le film. Et dans tous les strates de son film, et d'ailleurs la filiation, c'est très important dans les films de Paul Thomas Anderson, surtout du père, etc., de ce que ça envoie à ton enfant. Mais en fait, on ne peut pas ignorer le monde qui nous entoure, quoi. La réalité finit toujours par te rattraper. Le passé de Sean Penn finit toujours par le rattraper, même dans son envie de progresser dans la société. Ça va lui poser un problème, ce truc. Enfin, le fait qu'il est
coucher avec une femme noire. Et Leonardo DiCaprio, pareil, son passé de révolutionnaire, il passe en fait de héros révolutionnaire à drogué alcoolique, il est plus du tout en phase avec les jeunes, et ça va le reconnecter à ces trucs-là, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi ce rapport de domination, on retrouve encore ici. Il y a énormément de rapports de domination dans le film, hein. On peut revenir après sur le personnage de Sean Penn, qui est un personne très autoritaire qui domine, mais qui aime lui se faire dominer. Ça c'est assez marrant. C'est vrai. Mais entre sa fille et DiCaprio, quand tu les vois, tu pourrais pas dire qui est vraiment le père ou la fille, parce que elle a l'air quand même bien plus en ordre que lui. Elle a l'air de bien plus s'occuper de lui que lui s'occupe d'elle finalement. Oui, donc on retrouve vrai. Encore ce truc d'inverser les rapports de domination, quoi, pour le coup. Mais ce que je trouve bien, c'est le film parle de communication. J'aime beaucoup les films qui parlent de communication. C'est-à-dire un père qui va se reconnecter avec sa fille, voilà. Mais il y a ce rapport avec le téléphone. Le téléphone, c'est extrêmement important dans le film. Leonardo DiCaprio n'a pas de téléphone, ne veut pas de téléphone au début du film. Il ne sait pas utiliser de téléphone. D'ailleurs, ce qui va créer beaucoup de problèmes durant le film, d'ailleurs, hein, la séquence évidemment du téléphone où les personnes n'arrivent pas à communiquer entre eux, etc. C'est voilà. Et plus le film avance, plus il va retrouver son esprit révolutionnaire à travers sa fille, en partant à sa recherche, et les personnes qui va la croiser, Benicio del Toro, etc. Il y a une confrontation jeune-vieux, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un parent qui va reconnecter avec son enfant et qui sont éloignés, tout simplement. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est le personnage de Leonardo DiCaprio, maintenant que j'y pense, il rate beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que c'est un personnage central du film, mais il est pas si déterminant pour sauver sa fille, quoi. C'est-à-dire que il arrive à la fin, sa fille s'est déjà sauvée. Mais c'est tout fini. Elle a déjà été aidée par, enfin voilà, il y a autre chose, quoi. Mais l'important c'est pas ça, je pense, pour Pitié. L'important c'est qu'il soit là. C'est sa présence. En fait, tout le périple qu'il mène jusqu'à sa fille, c'est ça. En fait, c'est sa preuve d'amour à lui, pour moi. C'est le fait qu'il soit arrivé jusque là, à ce moment-là, où à la fin elle lui dit qui tu es, alors qu'elle voit très bien que c'est son père, mais elle-même déjà, elle a appris que son père l'avait menti sur sa mère. Elle a appris que son père biologique n'est pas son père biologique, techniquement. Donc toute cette séquence de fin où elle est en plus. Qui tu es, après, etc. Et ça, il reconnecte vraiment. Vas-y, excuse-moi. Non, mais après, le personnage de Leonardo DiCaprio, lui, il est pas au courant de ça, si? Absolument pas. Pas sa fille biologique, tu vois. Je pense pas. Je pense pas du tout qu'il est au courant. Mais la fille, elle l'est. Et c'est pour ça qu'elle le braque avec le flingue. Elle lui dit, t'es qui? Et elle lui dit, c'est moi, je suis ton père. Il dit, je suis ton père, c'est son vrai père, quoi. C'est le père qui t'aime, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, les actions du père, ça revient beaucoup dans la filmo de Pitié. C'est les actions du père, les erreurs du père qui ont des répercussions sur les enfants, en fait. Sauf, en tout cas, des parents sur les enfants, quoi. Dans sa filmo, c'est souvent ça. Et le rapport de filiation, là, je parlais d'un père à un enfant, c'est aussi la filiation révolutionnaire dans le film. C'est-à-dire l'importance de transmettre la lutte révolutionnaire, en fait. À la fin, c'est la fille qui permet à la révolution de continuer. Elle est à fond dedans. Parce que son expérience, malheureusement, avec les fascistes, va encore plus la radicaliser, va encore plus la mettre dans la lutte clairement révolutionnaire. Ouais, quoi. Bah à la fin, la morale, c'est aller faire des manifs, quoi. Ça, j'ai l'impression un peu. C'est un peu ça la fin. Je sais pas, mais en tout cas, je pense pas qu'il y ait une morale dans le film de Paul Thomas Anderson, mais en tout cas, je pense qu'il fait des parcours de personnages et il dit des choses de la filiation, en fait, révolutionnaire. Et c'est vrai que c'est beaucoup par là que ça passe. Beaucoup de révolutionnaires. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, j'y pense. Il y a un dialogue au début où les parents de Teyana Taylor disent « Ah, je suis pas sûr que Leonardo DiCaprio, vous êtes fait pour ma fille, parce que nous, on descend d'une longue lignée de révolutionnaires. Ah, oui. Vous êtes un peu mou, quoi. Vous êtes un peu le PS, quoi. » Enfin, bref. Ouais. Je rigole. Mais voilà, quoi. Du coup, je trouve qu'il y a un peu tout ce rapport-là qui est assez intéressant, quoi, pour le coup, quoi. Et d'ailleurs, ce personnage-là de Teyana Taylor, là, qui est au début, je trouve que c'est vraiment une révélation aussi, parce qu'elle a vraiment un charisme de malade. Franchement, dans les 30-40 premières minutes, elle bouffe l'écran, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a plus vu elle que la fille. Enfin, je sais pas si c'est moi. Après, elle, on la voit beaucoup, mais sur une période beaucoup plus petite, alors que l'autre, on la voit. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. On la voit plus de manière éparpillée, quand même. Mais après, je pense qu'on les voit à peu près pareil, peut-être plus sa fille, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, elle a quand même, dès qu'elle est là, une grosse présence, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est pour ça qu'elle est très marquante. Mais je trouve qu'elle est même présente quand elle est pas là. Je sais pas, parce qu'il parle tout le temps d'elle, c'est tout le temps, elle est dans le scénario, c'est tout tourne autour d'elle, en fait, et tout. Donc, je pense que c'est
30, 40 ou 1 heure, je sais pas, on va se disputer sur ça, sont très importantes en fait pour le reste de la suite, parce que c'est un peu son fantôme qui hante un peu tout ça, un peu tout le reste du film, c'est ça, qui hante tous les personnages, Leonardo DiCaprio, la fille et Sean Penn, et effectivement il y a un peu ça, et tout le rapport à la filiation révolutionnaire, donc je pense qu'il y a un peu tout ça qui imbrique, et je trouve que en fait ce prologue entre guillemets, ça permet à tout le reste du film d'exister, quoi, même si c'est vrai que c'est dommage quand tu vois le personnage de Teyana Taylor, tu te dis putain, j'aurais aimé de voir tout le film. C'est vrai, peut-être aussi, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Mais je pensais qu'on allait la revoir parce qu'elle est en vie, quoi. Je pensais qu'on allait la revoir à la fin, mais en fait, pas du tout. Il y a un peu ce truc-là, tu te dis, ah putain, quand même, elle est tellement charismatique, ce personnage est intéressant, que peut-être t'aurais voulu la voir, mais bon, c'est pas comme si on évacuait ce personnage féminin, il y avait plus d'autres personnages féminins intéressants. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnages féminins intéressants, et en plus, une variété de personnages féminins, parce qu'on a des personnages féminins forts, on a des personnages qui sont pas féminins, pas invincibles, ils ont quand même des failles, des personnages féminins qui s'émancipent, on a une galerie quand même de personnages féminins, on a Regina Hall aussi, enfin il y a quand même pas mal de variétés de personnages féminins qui sont assez intéressants, quoi. Et je trouve que ce personnage est très intéressant de la femme de DiCaprio, quoi, parce que j'ai oublié son nom, comment elle s'appelle, elle a un nom très hyper spécial. C'est pas Perfidia? Oui, c'est ça, Perfidia Beverly Hills, voilà, Perfidia Beverly Hills. Ouais, déjà le nom est fou, hein, je trouve. Après, je pense que c'est un nom c'est un faux nom, il me semble, c'est pas son vrai nom, mais bref. Et elle a ce côté, elle est complètement excitée par la révolution et la domination, elle aussi, hein, je pense, hein, c'est voilà. Mais elle finit par être une balance, quoi. Et ça c'est. Il y a un truc au début du film où elle aime pas sa fille. Enfin, elle dit qu'elle aime pas. Tu sais, elle est jalouse de sa fille parce que. Oui. Le personnage de Bob, il s'occupe tout le temps de sa fille et il dit il s'occupe plus de moi et en fait je suis jalouse de ma fille, quoi. D'ailleurs je sais pas si c'est une vraie maladie ou ce truc là, ils en parlent, mais en fait ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas de réponse claire, et de toute façon il n'y a jamais de réponse claire dans le film, mais surtout même à la fin avec le personnage de Sean Penn et tout ça, mais là le personnage aussi, elle l'aime pas sa fille, mais pour des raisons qui sont complètement différentes en fait. Enfin on sait pas exactement la raison précise, c'est-à-dire que elle aime pas sa fille, pourquoi? Parce que elle sait que c'est pas la fille de Leonardo DiCaprio, que c'est la fille de Sean Penn, tu vois. Peut-être aussi, il y a ça. Est-ce que elle aime pas sa fille parce que en fait elle voit Leonardo DiCaprio avoir une vie de famille, se ranger, et du coup de plus du tout avoir cette fougue révolutionnaire qu'il avait. En fait, elle voit qu'il est en train de se ranger, en fait, qu'il est plus du tout, et que elle-même aussi, en fait, si elle s'occupe de sa fille, elle va plus être du tout dans cette fougue, en fait, dans cette ardeur révolutionnaire qu'elle avait, quoi, en fait, avant. Ouais, et en fait, et t'as le moment où elle est enceinte avant, elle continue à faire les trucs révolutionnaires et tout, et même ils disent, mais en fait, elle se rend pas compte qu'elle est enceinte, et tout. Mais elle est complètement dans le déni, et elle est complètement dans ce flux, quoi. Parce qu'elle pense que si elle élève son enfant, en fait, toute cette ardeur, tout cet élan révolutionnaire qu'elle a, elle va plus l'avoir, en fait. Alors que, il y a aussi, après à la fin, il y a une lettre où possiblement ils vont se reconnecter, on sait pas, tu vois, le film reste ouvert, on sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas que la filiation révolutionnaire aussi, c'est important de transmettre la lutte à ses enfants, de pas juste être toi-même dedans, mais de la passer, quoi. Oui, c'est un peu ça la fin du film, ouais. J'ai un peu l'impression, ouais. Leonardo DiCaprio, est-ce que sa performance t'a séduite? Séduite. Il est bien. Après, moi, je l'ai pas trouvé plus incroyable que d'habitude. J'ai trouvé que c'était du DiCaprio, en fait. J'avoue. Après, je sais pas si c'est à cause de la VF ou quoi. C'est possible aussi. Hein. Oh là là. Mais parce que oui, je l'ai vu en VF. Il arrive. Attention. Qui est Chocorella. Il arrive. Je viens de taper. Ouais. C'est ça. Et donc je sais pas, moi c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué, j'avoue, dans le film. C'est intéressant parce que la carrière de Leonardo DiCaprio, parce que il a fait Leonardo DiCaprio, je pense que il a une carrière quand même assez impressionnante, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment il faisait quand même des rôles de composition taillés pour lui, quand même, hein, des rôles à Oscar. Je pense que il a toujours fait des films plutôt intéressants, etc. Mais je pense De Revenante, c'était quand même le film, je vais dormir dans un ours, je vais aller dans le froid et tout ça pour montrer que je suis fort, tu vois, et tout. Et je trouve que depuis qu'il a eu son Oscar, je trouve ça assez intéressant, le fait qu'en fait, il joue des rôles qui mettent en valeur plutôt les autres, en fait. Je sais pas si c'est fait exprès, oui. Mais quand même, je trouve que la trajectoire qu'il a pris, quand on voit Once Upon a Time in Hollywood, où effectivement il a le rôle principal, mais c'est quand même Brad Pitt qui brille plus que lui, quoi. C'est quand même Brad Pitt qui est un peu plus mis en avant. Don't Look Up, il est pas tout seul au centre, et Killers of the Flower Moon, je trouve
que il a une performance qui est les Gladstone. Oui, effectivement, moi je trouve que c'est et Robert De Niro quand même aussi qui est très voilà, mais je trouve que il est pas complètement, il est au centre parce que c'est l'acteur principal et t'as Leonardo DiCaprio évidemment que tu vas le mettre au centre de ton film, mais je trouve qu'il fait quand même briller les autres et ce film-là c'est la même chose, c'est-à-dire que lui c'est pas la révélation du film, Leonardo DiCaprio, il fait briller quand même, je trouve, il fait émerger Chase Infinity, enfin c'est surtout pété un peu Thomas Anderson, mais je trouve que dans le film il absorbe pas le film, tu vois, on avait parlé de Joker et que Joker qui est un film où moi Joaquin Phoenix je trouve qu'il joue bien, mais en fait que tout est tellement concentré sur lui qu'en fait il y a aucun autre personnage qui éclot en fait du film, il y a que lui quoi, en fait c'est le personnage, le film c'est lui et c'est tout, alors que là je trouve que il cannibalise pas du tout la performance de Sean Penn, de Chase Infinity, de Teyana Taylor, chacun a son bout de gras, tu vois, chacun a son truc à jouer quoi, et pour le coup je trouve ça vraiment pas mal quoi, et pour le coup il y a aussi quelque chose que je trouve qu'on retrouve pas tellement dans la film de Leonardo DiCaprio, il m'a fait rire. Moi, Leonardo DiCaprio, non mais c'est pas un mec qui joue des personnages non plus hyper drôles, tu vois. Là, il joue un personnage quand même très intense, un peu barré, et en plus, je trouve qu'il se s'allie un peu, parce qu'on en parlait en off, mais il avait des rôles quand même plutôt flamboyants, certains, je veux dire, le loup de Wall Street, même si il va très loin, il prend de la coke, il est un peu ridicule à certains moments, il a quand même un charisme, tu vois. Il a un truc où, voilà, tu vois, il est dedans comme de Revenante. Là, les derniers films qu'il fait, la Killer of the Flower Moon, c'est pas un rôle où il est très flamboyant, tu vois. Il est quand même... non, c'est vrai. Là, il est avec sa robe de chambre toute rouge. Là. Enfin, t'as l'impression que c'est un semi-clodo. Enfin, le bonnet, les lunettes de soleil, là, oui. Tu vois, il est complètement un peu ridicule, tu vois. C'est pas un rôle où tu te dis, ah putain, il est stylé quand même, là. Tu vois, tu te dis pas ça, tu vois. Alors qu'à l'époque, peut-être là. Donc, je trouve que quand même, ouais, moi, je suis content de son choix, même si je pense qu'il va être nommé aux Oscars. Tu vois, je pense qu'il va être nommé. Je pense pas qu'il va l'avoir. Hein. Je pense pas qu'il va avoir un meilleur acteur. Mais je pense qu'il va être nommé aux Oscars. Je pense qu'il y a plus de chances qu'un Sean Penn ait son Oscar, là. Ouais, pour moi, ouais. Pour moi, peut-être Chase Infinity et Teyana Taylor, ils peuvent avoir une nomination. Enfin, il y a des possibilités. Et en parlant de Sean Penn, ouais, non, là, c'est le MVP, là. Là, quand même. Là, ce qu'il nous a fait, c'est quand même grand. Ah, bah, carrément. Oui, parce que Sean Penn, moi, je t'avoue que j'ai pas. Enfin, le film où je le retiens, c'est peut-être Mystic River de Clint Eastwood. Bah oui, quand même. Voilà. Mais c'est pas un acteur que j'adorais ou que je trouvais incroyable et tout. Je savais même pas qu'il était dans le film. Au début, je pensais qu'il allait avoir juste un petit rôle, tu sais. Je le vois au début du film, je fais il y a Sean Penn et tout. J'étais pas au courant. Et en fait, ouais, c'est un perso, des persos principaux, hein, quand même. Non, mais après, on s'attarde pas mal sur lui. Je pense qu'il y a aussi le problème, c'est que Sean Penn, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu dans un rôle comme ça? En fait, c'est peut-être pour ça aussi. Et, je veux dire, moi, Sean Penn, ouais, après, j'ai pas vu tous ses films, mais c'est des années 2000, quoi. Oui, c'est vrai que c'est Mystic River, moi, ça me parle beaucoup, les années 90. Aussi, voilà, il était dans La Ligne Rouge, par exemple. C'est une apparition, je me souviens. Enfin, il y a pas mal de films dans les années 2000 où il a un peu marqué, mais après, c'est vrai que les années 2010, là, 2020, je serais pas te dire un truc spécialement où je l'ai vu. Bah, il était dans Licorice et Pizza. D'ailleurs, il était pas mal dans Licorice et Pizza. Mais, tu vois, c'est vrai que dans les 15 dernières années, je me dis pas, putain, Sean Penn, il a fait un truc de ouf, là, c'était incroyable. Puis même, il a eu des problèmes, je crois qu'il a fait des films qui ont été très, très mal reçus. Il a fait des derniers films qui ont été très, très compliqués, là, pour le coup. Là, tu vois, on l'a pas vu aux Oscars. Enfin, moi, les Oscars, je suis peut-être depuis 2015, vraiment, tu vois, comme ça. Et je me souviens pas l'avoir vu nommé, tu vois. Bah, il a été, la dernière fois qu'il a eu, c'était pour Harvey Milk, je crois, en fin des années 2000. Ah, bah, ça date, ça. Ouais, oui. Bah oui. Ah oui. Enfin, bref. Mais moi, je le trouve absolument incroyable en fait, en espèce de fasciste complètement ridicule, mais en même temps terrifiant. Enfin, il arrive vraiment à être les deux, et ça, c'est vraiment ce que j'adore, moi, chez ce genre de personnage, quoi. Enfin, la manière dont il a de bouger, tu sais, de bouger sa bouche un peu, là, tu sais, de retenue, tu sais, il est tout le temps dans la retenue, bah, encore un personnage dans le contrôle, mais un homme de, toi, en fait, c'est marrant, c'est un homme de contrôle qui a constamment peur de perdre le contrôle, quoi. Il a peur que le monde le voit tel qu'il est vraiment, quoi. C'est-à-dire, c'est marrant. Enfin, moi, je le trouve vraiment bien, ce personnage de turbo-fasciste complètement obsédé. Il fait même un peu pitié. Turbo-fasciste, mais qui aime bien les noirs, quand même. Ça, mais c'est ça, en fait. Mais ça, je pense qu'il adore ça, Paul Thomas Anderson. La contradiction entre une même personne. Le fait que, en fait, c'est un mec qui est complètement frustré sexuellement, en fait. Et encore, il y a encore ce rapport de domination. Le mec aime, on montre dans la scène de sexe, et même avec le personnage de Teyana Taylor, il aime se faire dominer par une femme noire. Mais dans le système qu'il est, c'est impossible de révéler ça. C'est impossible de exprimer et d'être épanoui sexuellement dans ce système fasciste, et même avec les gens qui veut servir, à savoir des suprémacistes blancs nazis, quoi. C'est impossible. Tu vois, il y a une contradiction complète dans cet homme-là, quoi. D'ailleurs, il y a peut-être même
une homosexualité un petit peu refoulée du personnage qui ça c'est pas impossible, même si c'est pas clairement dit, c'est l'interprétation, mais durant la scène potentiellement de sexe, on voit qu'il va se faire dominer, se faire pénétrer. Donc et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, à la fin il s'énerve. À la fin, quand il fait le test de paternité à Chase Infinity, il s'énerve parce qu'elle lui dit juste vous aimez bien mettre des t-shirts moulants. Et le mec s'énerve et en fait tu me traites de gay, tu crois que je suis gay moi, enfin, oui, il est tout de suite d'un coup. C'est un homophobe aussi. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi une homophobie, refoulée, une homosexualité refoulée, tu vois, il y a tout cela parce qu'il est élevé dans un certain système, il est évidemment le produit de ce qu'on fait de lui, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est fort possible. Hein. De toute façon, je crois que c'est souvent les homophobes, c'est des homosexuels. Il y en a beaucoup. Je dirais pas tout le monde, mais il y en a pas mal, quoi. Et lui, ça m'étonnerait pas, parce que déjà, c'est un raciste qui aime les femmes noires. Donc déjà, il y a un problème. Tu vois, déjà, tu sens qu'il refoule beaucoup de choses, quoi. C'est ça, quoi. Et c'est le bon petit soldat fasciste, quoi. C'est-à-dire que lui-même est contre. Enfin, lui-même n'est pas quel homme de contrôle qui domine, qui d'un claquement de doigts peut organiser je sais pas combien de soldats pour l'amener avec lui dans sa petite quête là, mais en fait il est lui-même dominé par des gens au-dessus de lui, quoi, des espèces de suprémacistes, etc. Et ouais, enfin à la fin il finit quand même par mourir pas de la main des antifas ou des révolutionnaires, il finit par mourir de la main de ceux qui voulaient par lesquels il voulait faire partie, quoi. Déjà il se fait tirer dessus par un des gars qui était programmé pour le tuer parce que il était devenu impur, hein, entre guillemets, mais à la fin il revient dans une scène lunaire d'interrogatoire pour rejoindre les guerriers de Noël, les aventuriers de Noël, ouais. Et il dit quand même j'ai subi un viol inversé, parce que c'est marrant parce que dans son esprit un viol ne peut être que fait par des hommes. Parce que, tu sais, de cet esprit malade de mascu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que une femme ne peut pas le violer, du coup, il invente ce truc un peu lunaire de viol inversé, etc. Et comment finit le personnage de Sean Penn? Il finit gazé et cramé. Et effectivement, c'est un parallèle risqué, mais moi, je trouve que c'est pas anodin, quand même. Que un mec se fasse gazer d'abord, puis cramer par des suprémacistes et des nazis, ça me semble quand même être un parallèle risqué. C'est pour ça, alors. Parce que, je parlais en off avec un ami commun qui me disait que cette scène-là c'était peut-être un peu trop et que tu vois il aurait dû mourir avec la première scène et c'était bon, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça, il y a peut-être un truc symbolique derrière. Et puis évidemment il y a tout un rapport de hiérarchie aussi dans le système qu'il est, dans le système capitaliste qu'il est. Il se fait broyer par le même système qui voulait servir. Moi je trouve que c'est pas anodin, tu vois, qu'il meurt pas à cause des révolutionnaires, tu vois. Et ça m'a rappelé aussi une discussion qu'on avait eue avec un autre ami commun, pas le même, juste qu'il nous disait par rapport à Charlie Kirk. Oh merde. Les droitards, c'est pas la première fois qu'ils se tuent entre eux. Il y a un peu ça, quoi. Tu vois, le côté. Mais bien sûr. Mais de toute façon, ce film a été tourné et filmé avant tout ce qui s'est passé récemment. C'est pas, ça date pas de Charlie Kirk ou quoi. Ah non, pas du tout. Mais ça m'a fait penser à ça. Tu vois, mais évidemment, mais de toute façon, je veux dire, l'actualité de politique. De toute façon, je dis l'actualité politique, mais ça fait 1 an, 2 ans, de toute façon, que ce film aurait pu sortir, ça aurait été en résonance avec l'actualité de toute façon, voilà. Mais effectivement, il y a ce truc-là, en fait, que le mec refoule quelque chose qu'il aime vraiment, c'est-à-dire les femmes noires, parce qu'il est dans un système qui peut pas l'exprimer. Bref, ça raconte beaucoup de choses de ces personnes-là. Il y a autre chose qui m'a marqué, c'est que les fameux aventuriers de Noël là, c'est que c'est des gros bourges. C'est des gros bourgeois. C'est des capitalistes, évidemment que c'est des grands capitalistes. T'en as un moment, il rentre dans la maison là, déjà elle est immense, et après il a un sous-sol, mais il est immense le truc. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il se cache comme les révolutionnaires pourraient se cacher, c'est-à-dire qu'ils sont dans des sous-sols ou dans des trucs comme ça, mais enfin bref. J'ai encore la scène où il toque avec le jingle band, moi ça me suit. C'est n'importe quoi. Ouais. Ah oui, c'est à ce moment-là. Ah là là, c'est compliqué. Et puis on a Willa, le personnage de Willa, du coup la fille de Leonardo DiCaprio, qui est aussi une révélation en fait dans le film et qui va qui est moi tu vois, au début je me suis dit bon, est-ce que ça va être tu sais, ça aurait pu être dans beaucoup de films la fille qui va chercher, et c'est juste ça, tu vois, juste l'objet, c'est horrible de dire ça, mais la personne qui va être la motivation pour le personnage de Leonardo DiCaprio pour partir. Et en fait non, elle a quand même je dirais tout un parcours, mais il y a autre chose à côté, ouais. Oui, c'est ça, tu vois, elle est en même temps, c'est une histoire un peu d'émancipation aussi, de elle qui se trouve par rapport à ça, qui va développer une
fibre révolutionnaire plus qu'elle ne l'est déjà, en fait, tout simplement. Et je trouve ça intéressant, d'ailleurs, le moment où elle est foutue, elle est à côté d'un bateau, et elle pense qu'elle va se faire tuer, en fait, tout simplement. Et il y a un personnage, il y a tellement de personnages dans le film de subtilité, qui est un Comanche, et qui fait des contrats pour les suprémacistes, donc pour les fascistes. Il l'utilise parce qu'ils sont obligés de l'utiliser, enfin pas obligés, mais en tout cas il l'utilise parce qu'il est extrêmement bon dans son travail, mais en même temps il y a toute cette discussion d'ailleurs dans le bunker où le mec il dit il est bon mais je le confierai pas ma vie parce que c'est quand même s'il est pas blanc quoi quand même ce mec là, et à la fin ça revient quand même parce que ce mec il a quand même un code moral. Il se dit ouais, les enfants je peux pas, les enfants je les tue pas, donc je l'amène à un autre endroit et j'y vais, et quand même le mec, tu sens que le mec il subit quand même des remarques racistes tout le temps. Quand il arrive au camp, ça l'appelle brûleur de diligence, je crois qu'il l'appelle. Brûleur de donc ça rappelle évidemment les Indiens qui brûlaient les diligences des bourgeois blancs pour voilà, quand il y avait des conflits. Donc il est ramené encore à ça, et ce moment-là il vrille. Il y a ce moment qui a de tension qui est pas mal là, où il regarde le truc, il se dit où il regarde, parce que on sait pas exactement si, encore une fois, il y a une ambiguïté, mais ou peut-être c'est les deux choses en même temps. Est-ce qu'il le sauve parce que c'est une fille et que lui il se dit ok c'est une gamine je vais la sauver, ou il la sauve parce que il en peut plus vraiment de se prendre toutes ces remarques, de même d'être le meilleur dans son job, mais de c'est quand un peu même les deux quoi. Mais je pense qu'il y a une mix parce que je pense que l'enfant c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est tout. Je pense que c'est un peu la goutte. Il y a un peu de tout, tu vois, il y a un peu de tout ça quoi. Donc voilà quoi. D'ailleurs le personnage de Sean Penn aussi, c'est intéressant, ne veut pas tuer son enfant lui-même. Hein, il a tué des gens dans le film, il a bu des gens, mais il a quand même ce truc de, parce que ça aussi c'est intéressant, j'avais entendu ça et c'est extrêmement vrai. Il est dans un système américain et des valeurs américaines, donc il est aussi dans un truc fasciste, raciste, etc. Mais il a quand même les valeurs familiales, ce père-là, le père de famille, tu vois. Il a quand même ce truc-là dans sa tête, donc je pense que c'est ça aussi qui l'amène à faire. Mais du coup, tu sais, il lui pose des questions, tu sais, il essaye de s'intéresser un peu à elle quand même, tu vois. Il a quand même un peu cette contradiction en lui, parce que ça, ce personnage, je le trouve vraiment fascinant, hein, pour le coup, le personnage de Sean Penn à ce niveau-là. Il est vraiment, vraiment bien construit, c'est vraiment intéressant quand même. Oui, c'est un super personnage, moi j'adore. Hein. Ah oui, mais il y a moyen qu'il devienne culte un peu ce personnage. Il y a clairement un potentiel. Et Benicio del Toro qui joue un personnage plutôt secondaire aussi, mais qui est très très intéressant, qui est très 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 cool en fait. Il est très en décalage. Il a ce rôle un peu de mentor pour tout le monde un peu, tu vois. Pour Willa, c'est vrai. Pour Willa aussi, hein, d'ailleurs, il lui apprend à contrôler sa respiration. Il a appris au début, contrôle ta respiration, calme-toi, on contrôle. Mais qui va revenir à la fin, parce que à la fin c'est comme ça qu'elle cale la voiture, elle se cale avec son flingue, elle respire. Je pense qu'il y a un peu ce truc-là qui revient là, mais aussi d'aider Leonardo DiCaprio, etc. Et d'ailleurs, j'aime bien parce qu'avec le personnage de Benicio del Toro, on se rend compte qu'en fait, les révolutionnaires sont un peu partout, en fait. Les révolutionnaires sont un peu partout. C'est l'infirmière qui aide Leonardo DiCaprio à partir. Tu sais, il y a plein de petits personnages qui sont un peu partout, qui font toute la société, en fait, qui sont tous les pans de la société, qui ont un peu ce truc révolutionnaire là aussi, quoi. Oui, qui se cachent un peu, quoi. Mais oui. Ils sont parmi les gens, quoi. Ils sont un peu partout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est un peu ce que moi je ressens à certains dîners de famille. Ok. D'accord. Et bah, sur cette note-là, je crois que ça va être la fin de la critique. T'as quelque chose à rajouter ? Non, pas vraiment. Non, bah écoutez, nous on a beaucoup aimé ce film, voilà. Je sais pas s'il finira dans mes films de l'année parce que il y a que 10 films, mais il y a encore 10 films. Il y a 5 films du coup pour moi parce que je fais la moitié. du coup, donc je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup. Bah parce que la moitié. On se partage tous les deux le top, donc techniquement ça se trouve voilà. Oui, mais bon, il y aura des communs, je pense. Oui, il y aura des communs évidemment. J'en vois déjà un ou deux, mais oui, on verra on verra ça à la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est un film, je pense, assez marquant de l'année. En tout cas, il fera date et il y a beaucoup de débats autour du film et c'est intéressant. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Voilà, et ça nous fait toujours plaisir, évidemment, à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, et à nous suivre voilà, partout, sur toutes les plateformes de podcast. On est disponible sur Spotify, Acast, Deezer, Podcast Addict. Voilà, on est disponible un petit peu partout. Vous savez où nous retrouver. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine et le film de la semaine prochaine qui serait Marche ou Crève, il me semble. Donc, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.